bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode, vous le savez, de votre rendez-vous, ça discute avec, et aujourd'hui j'ai la chance et le privilège de recevoir quelqu'un dont le nom, vous l'avez sûrement vu dans les librairies, à n'en pas douter, et ou sur sa chaîne Décoder l'écho, bien évidemment aujourd'hui c'est Pierre Chaillot qui est avec nous, avant toute forme de discussion. Cher Pierre, comment allez-vous ? Bonjour Rémi, ça va très bien et merci infiniment de me recevoir sur Juste Milieu, chaîne que je suis évidemment avec assiduité depuis maintenant quelques années. Magnifique, quel plaisir, tout le plaisir. Et pour nous, bienvenue dans la maison Juste Milieu. Et aujourd'hui, voilà, je me sens un petit peu Bernard Pivot, quelque part. Il y a quelques semaines, on avait eu Alexandra Henrion-Code avec Les Apprentis Sorciers. Et aujourd'hui, on reçoit l'auteur d'un autre best-seller. C'est Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels aux éditions de L'Artilleur. Bien évidemment, l'un des livres à ne pas rater, voilà, de cette année 2023 qui truste la tête du box-office littéraire depuis des semaines et des mois maintenant. Et vous êtes sur Juste Milieu avec nous pour revenir un petit peu, voilà, revenir sur l'ouvrage. On va bien sûr en discuter. On va revenir un petit peu sur beaucoup de choses. La déclaration de François Braun, notamment, entre autres, enfin, plein de choses qui nous attendent aujourd'hui. Et on va commencer, voilà, je vais me faire un petit peu recruteur de ressources humaines aujourd'hui, avant tout. Hein, est-ce que vous pouvez nous parler, cher Pierre, de votre parcours, de décoder l'écho à cet ouvrage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure folle? Eh bien, tout simplement, moi là-bas, je suis statisticien de formation, de métier depuis 15 ans, et j'ai créé une petite chaîne qui s'appelle Décoder l'écho, qui à la base traitait plutôt d'économie, décoder l'écho comme économie, c'est pas décoder les Covid, même si j'ai hésité à changer le nom. Et donc, mon objectif, c'était d'expliquer les différents concepts économiques aux gens, la PIB, le PIB, pardon, la croissance, le chômage, la dette. De façon, parce que j'ai découvert en travaillant, en faisant des statistiques, que quasiment la totalité des théories que j'ai apprises en école d'ingénieur et dans mes cours d'économie se révélaient complètement fausses quand on regardait la pratique, c'est-à-dire quand on étudiait les vraies statistiques. Bon, ça m'a un peu interloqué, j'ai lu d'autres ouvrages depuis, notamment de Jacques Généreux, et je me suis rendu compte qu'en effet, pour que les gens comprennent ce qui se passait, il fallait leur expliquer ce que c'était que la croissance, la dette, le PIB, de façon à ce qu'ils s'approprient ces concepts et puissent se faire une idée, et qu'ils arrêtent de se faire avoir par des discours politiques, économiques, qui sont présentés à la télé par des journalistes, des lobbyistes, des gens qui n'y comprennent rigoureusement rien, et qui se fassent leur propre idée de façon finalement à être indépendants de la propagande. C'est comme ça que la chaîne est née, et au passage ça me permettait d'arrêter d'emmerder les matins tous mes collègues qui en avaient ras le cul de m'entendre déblatérer ce genre de choses, et donc ça me permettait de me défouler sur YouTube en montrant mes résultats au monde le plus large possible. Donc c'était un peu comme ça que la chaîne est née, puis bon, il se trouve que quelques vidéos ont pas trop mal marché. Et avec cette histoire de Covid, évidemment, bon, plus personne n'avait rien à fiche de l'économie, de la réforme des retraites à partir de février 2020. Et donc, j'ai commencé par faire une vidéo qui s'appelait L'arnaque du coronavirus qui va payer en février 2020. Juste pour rappeler des principes bêtes de démographie. Il paraît qu'en Chine, il y avait un virus tueur qui avait ravagé la Chine en faisant 2500 morts en un mois, qui étaient les chiffres officiels donnés. Et juste rappeler que 2500 morts, c'est ce qu'il y a tous les jours en France en hiver, et que dans un pays comme la Chine d'1,5 milliard d'habitants, il doit décéder 40 000 personnes tous les jours. Donc quand en un mois on a compté 2500, c'est qu'il se passe rien du point de vue de la démographie. C'est complètement peanuts. Donc il était impossible de faire peur avec quoi que ce soit sur la base de ces chiffres-là. Mais comme les gens n'ont pas d'idée d'ordre de grandeur, ce qui est le deuxième problème, ils connaissent pas les définitions et en plus ils n'ont pas d'idée d'ordre de grandeur, il était assez facile de leur faire peur avec un chiffre comme ça. Donc la vidéo avait juste pour but de rappeler que démographiquement il se passait rien, et donc il fallait remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, en disant voilà, on ne peut pas avoir peur de ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier de manière régulière les chiffres qui tombaient sur cette histoire de coronavirus, en ramenant tout ça à des histoires de démographie quelque part. Et donc de cela est né l'ouvrage, voilà, dont on parlait, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et on va prendre le problème à l'envers. J'ai envie de commencer avec vous, cher Pierre, avec cette première question et d'avoir votre réaction sur cela. Cette déclaration de François Braun, c'était sur Sud Radio le 16 mai, on en avait parlé sur Juste Milieu dans une vidéo où j'étais assez grognon, faut quand même le reconnaître. François Braun qui nous avait déclaré il faut tourner la page, une sentence lourde de sens.
Comment vous la recevez après tout ce que vous dites dans le livre? Et on ne peut pas revenir sur tous les points parce qu'il y a énormément voilà d'éléments de réflexion. Je le dis en introduction, je reste dans mon Bernard Pivot. C'est un livre dense mais très pédagogique. On apprend beaucoup de choses et on comprend. Et je vous assure qu'avec moi c'était pas gagné et j'ai tout compris. Donc là, déjà bravo à vous, Pierre. Et donc tout ça nous amène à cette incroyable phrase de François Braun. Comment vous la recevez? Comment vous l'interprétez? Oui, il y a tellement de signes aujourd'hui, tellement de gens qui comprennent, qui se sont fait avoir au moins sur certains aspects, qu'il est urgent de mettre tout ça sur le tapis et en effet de passer à autre chose. Puisque là, il y a tout un tas de procès qui devraient démarrer. Euh, On a vécu une époque de sidération et de peur qui a fait qu'il y a un rouleau compresseur qui s'est mis en place pour mettre en place des lois qui sont complètement débiles, des mesures stupides. Enfin, on a bien vu hein, les confinements généralisés, etc., qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Donc il y a une pression sur les gens qui a été terrible. La vaccination quasi obligatoire, ce qui s'est jamais vu hein, avec un produit qui était sous AMM conditionnel, enfin bref, aussi rapidement. Et tout ça, ça s'est fait dans la précipitation. Et tant que les gens avaient peur, il n'y a pas eu de rébellion. Il y en a eu un peu de la part d'une minorité dont j'ai fait partie, qui était une minorité active, hein, faut pas se mentir. Mais ça n'a tenu que dans le temps de la peur. La peur s'arrêtant, diminuant, au bout d'un moment, les gens se disant bon, bah en fait, c'est-à-dire que l'hécatombe, on l'a toujours pas vu au bout de 2 ans. Commence à y en avoir marre. On a fait nos je sais pas combien de vaccins, nos 3 vaccins, on est toujours malade tout autant, on a des tests positifs. Bon, on se demande si on se fout pas un peu de notre gueule. Donc le narratif s'est essoufflé. Et voilà, on est arrivé au moment où les gens ont commencé à se poser des questions, j'en croise. Les gens qui ont été malades hein, suite à leur vaccination anti-Covid-19, il y en a un paquet. Hein, de toute façon, il y a tout tas de choses qui sont reconnues par la NSM qui peuvent nous arriver après. Donc ils se sont dit, bah mince, alors on m'avait dit que c'était sûr, efficace, mais surtout sûr, et moi j'ai des problèmes. Donc les gens un nombre de gens de plus en plus important commençant à se poser des questions. Et à partir du moment où on commence à se poser une question, à tirer un fil, on s'est foutu de moi en me disant que c'était parfaitement sûr. Mais du coup, jusqu'où on s'est foutu de moi? Et donc, il y a tout un tas de gens qui commencent à tirer les ficelles de ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, en effet, le narratif s'est effondré, on a arrêté de faire peur, on a arrêté la vaccination obligatoire, etc., même pour les soignants, tout ça, on fout ça par terre. Et donc là, on a un pouvoir aux abois qui n'a surtout pas envie qu'on tire des conclusions de tout ce qui s'est passé et qui n'a qu'une seule hâte, c'est qu'on arrête d'en parler, de mettre tout ça sur le tapis, de passer à autre chose de façon à ne pas subir les conséquences d'une investigation un peu trop prononcée. C'est vrai que sur cet aspect-là, c'est clair on voit un recul qui allège complètement la situation, on va dire, même s'il y a des résurgences un petit peu bizarres. Alors en amateur de vélo, le Tour de France approche et les mesures Covid sont toujours en place. Alors ça, là on est dans la magie, hein, comme dirait Agnès Pannier-Runacher. Et pour autant, ce qui m'a vraiment à la fois ce qui est très intéressant, mais ce qui est sidérant après tout ce qu'on a vécu en 2 ans et demi, 3 ans maintenant, c'est toutes ces révélations ces révélations, comment dire, tout ce que vous dites dans le livre, chiffres et sources à l'appui, avec le recul que nous a offert le temps, ces révélations sourcées qui n'étaient que des complots, en fait, il y a encore quelques mois. Je pense, par exemple, voilà, j'ai pris quelques phrases pêle-mêle, hein, qui, j'espère, ne sont pas sorties du contexte, mais qui valident ce que vous développez. Hein. Les 2 épisodes de mortalité liés à la Covid-19 auront finalement fait autant de dégâts que l'hiver 2015 et sa grippe, que n'ont pas entendu ceux qui ont parlé de grippette au début du Covid. C'était pas être devin que de le deviner. Ça, on pouvait, dès le départ, comment dire, l'espérer statistiquement. Toutes ces données-là, on pouvait les espérer en amont. Et je les ai montrées très très tôt, puisque c'est la comparaison de ma vidéo qui est encore en ligne, qui s'appelle Covid versus grippe. J'ai dû la publier tout début 2021. Donc en fait, assez tôt, on pouvait avoir les statistiques de décès pendant les dites vagues, que je conteste, qu'on appelle ça des vagues, mais bref, mortalité, pour les comparer à d'autres vagues de mortalité hivernale et se rendre compte qu'il n'y avait pas plus de morts, il y en a même moins que des épisodes dits grippaux. Et j'ai pas pris loin, hein, j'ai juste pris 2017 ou 2015, et donc tout le monde pouvait s'en rendre compte assez rapidement. Et en effet, j'ai été très très déçu de voir qu'il n'y avait aucun institut de statistique qui faisait le travail de faire des comparaisons sérieuses et que tout le monde tombait dans le narratif de la pandémie exceptionnelle qui ravageait l'humanité. Oui. Donc, en toute introduction, j'explique ma démarche au début. Et donc, ouais, il y a des périodes où je passe par des périodes de déception totale, de surprise, de voir le monde qui s'enfonce
dans un narratif alors que tout est là, tout est sous nos yeux, les chiffres sont déjà sortis et il y a juste à les sortir, à les prendre dans le bon sens pour se rendre compte qu'il ne se passe rien du tout de ce qui est promu. C'est très très étonnant. C'est vrai que oui, c'est complètement dingue. Et puis un autre élément aussi qu'il était interdit d'évoquer à un moment donné et que vous expliquez en plus par le menu, c'est-à-dire en donnant l'évolution par le passé. Je pense au nombre de lits d'hôpitaux. Vous expliquez qu'en 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux et en hospitalisation complète, pardon, a diminué de 100 000. Ça aussi, c'était un élément qu'il ne fallait pas mentionner parce que ça renversait le narratif, c'était de dire mais attendez, les hôpitaux sont débordés parce qu'ils ont été vidés de leur capacité avant même le Covid, quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est implacable, gars. Oui, tout à fait, et ça continue. Il y a encore en 2021, on a vu, et 2020, il y a eu même un record de non-soins, on y reviendra peut-être après. Mais en effet, ça fait très longtemps qu'il y a la politique qui est faite, on peut appeler ça du lit utile, du lit efficace, c'est-à-dire qu'on est passé une politique de financiarisation de l'hôpital où chaque lit qui n'est pas utilisé à 100% est considéré comme un lit utile. Donc on a fait le ménage, tous les ans, tous les lits qui n'étaient pas utilisés à 100%, on les virait. Et ça fait quoi? Ça fait que tous les hivers, quand il y a des vagues de personnes âgées surtout, qui sont très malades parce que c'est l'hiver et que c'est le cas tous les hivers, eh bien il y en a, quand l'hiver est un peu rude, qui meurent dans les couloirs des hôpitaux. Donc ça, il se passe rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà le cas en 2015, en 2017, et ça ne fait que s'aggraver puisque le nombre de lits a encore continué de baisser à l'occasion de cette crise. Et deuxième aspect, il y a de plus en plus de personnes âgées en France, ce qui fait qu'on a de plus en plus de besoins, de moins en moins de lits. Au bout d'un moment, ça se croise, et puis ça va plus. C'est tout bête. Et donc en effet, ça fait partie des choses qui ont été complètement oubliées, masquées, et notamment par une part intéressante de l'échiquier politique qui était la gauche, qui pourtant était la première vent debout à réclamer des moyens pour l'hôpital, dont je faisais partie d'ailleurs, à réclamer ça depuis très longtemps, et qui là a complètement oublié cet aspect des choses et rentré dans l'histoire que c'était le virus qui saturait les hôpitaux et pas du tout juste la suite logique d'une politique qui est mise en place depuis 30 ans. C'est très étonnant aussi. Là, je vais oser une figure. Je vais oser une figure. Je me transforme en Philippe Candeloro. J'ose quelque chose. Alors, alerte, bien sûr, Rudi Reichstadt. Ce que je vais dire est parfaitement complotiste, hein. Voilà, je suis dans l'hypothèque. Pardon, lapsus. Je suis dans l'hypothétique complet. Euh, Mine de rien, on a, à la fin, et dans cette partie notamment de votre ouvrage, c'est la seule réflexion qui m'est venue en tête, c'était de dire, mais finalement tout ça n'amène que vers la privatisation du service public, en l'occurrence du système sanitaire. C'était déjà le cas, on avait l'avant-goût sous Thatcher en Grande-Bretagne, on a les fameuses révélations de Wikileaks qui évoquaient cette réunion au début des années 2000, qui parlait de cette nécessaire privatisation du service public au sein des pays de ce qu'allait devenir l'Union européenne. Quelle formidable avancée qu'a permis le Covid en ce sens. Oui, alors c'est intéressant parce qu'il a permis aussi d'utiliser le double levier. Parce que c'est une privatisation qui utilise l'argent public. Et donc, en fait, on vit une époque où moi j'étais plutôt dans l'attaque du néolibéralisme dans les débuts de ma chaîne. Mais là, je constate qu'on a un mariage entre ce qu'on a fait de pire en capitalisme et ce qu'on a fait de pire en communisme, et les deux qui se réunissent. Et où au final, oui, dans l'idéal communiste, on pensait qu'on allait bouffer le capitalisme. Là, c'est presque l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le grand capital qui utilise la puissance étatique, la puissance de l'impôt pour se l'accaparer. Donc il n'est plus tout à fait question de libéralisme et que de néolibéralisme, ou même de privatisation de l'hôpital. Il y a plutôt une volonté de garder l'aspect public, l'aspect c'est-à-dire qui vient de nos impôts, parce que ça on n'a pas le choix. Il est beaucoup plus puissant en termes de santé de prendre la main sur la Sécu, donc de s'accaparer le pognon de la Sécu que nous on ne peut pas contrôler, et de se servir de ça. Donc on a un peu évolué, on n'est plus tout à fait en train de combattre une privatisation où l'hôpital deviendrait payant. L'hôpital va rester public, financé par des fonds publics, mais c'est le grand capital qui est en train de s'accaparer son fonctionnement. C'est ce qu'on a vu en mettant en place des protocoles de plus en plus chers, en dire qu'il ne faut pas des lits mais qu'il faut acheter tel ou tel médicament, et du coup en soudoyant les pouvoirs publics, les décideurs, les agences de santé, etc. pour prendre ce fric-là. Donc il y a une nuance qui a été apportée avec cet aspect de tout ce qui s'est passé dans la crise Covid-19 en France, c'est qu'on n'a pas diminué l'argent public, on l'a augmenté. On a augmenté l'argent public, mais pour qu'il aille directement dans les bonnes poches. C'est ça la nouveauté vraiment qu'il faut avoir en tête pour cet épisode de Covid-19.
Et ça, en plus, dans une logique assez partagée, c'est-à-dire que la France ne fait pas cavalier seul là-dedans. Et sur cet aspect international, pour rester dans ma ligne complètement complotiste, là, vraiment, je préviens Julien Pin s'il est dans le secteur qu'il se bouche les oreilles par pitié. Un autre élément aussi sur l'aspect international de cette crise, c'est que économiquement, je pense que là, plusieurs pays suivent la dynamique que vous évoquez. Et c'est sur ce que vous dites, hein, sur les 33 pays européens dont les données de mortalité sont disponibles sur Eurostat, seuls 9 présentent une mortalité significativement supérieure à la moyenne sur cette période. Belgique, Suisse, Chypre, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède. On est quand même loin de ce qui devait ravager le monde entier, quoi. Là encore, c'est... Oui, tout à fait. Et sur ces 9-là, c'est des petites hausses de mortalité, c'est-à-dire qu'on est un peu plus que la moyenne observée d'habitude. Mais donc, en effet, il y a le narratif de l'hécatombe qu'on voit nulle part. Et puis, on nous a raconté que du coup, il y a une pandémie, donc quelque chose de mondialisé, et on n'arrive pas à avoir de traces qui soient nettes en Europe sur la période. Et ce qui est intéressant, oui, c'est qu'on a plutôt un rapport entre les pays qui ont des morts et ceux qui ont mis en place des mesures drastiques qui consistait notamment à ne pas soigner les gens. D'ailleurs, s'il y a bien un résultat scientifique qui a été prouvé pendant cette période, c'est que moins on soigne les gens et plus ils meurent. Alors heureusement, heureusement qu'il y a des périodes comme celle-ci pour nous donner des traces scientifiques implacables. Voilà, donc maintenant on a un beau résultat. Quand on soigne pas les gens, ils meurent plus. Donc voilà, si on pouvait, comment dirais-je, en tirer les conclusions qu'il faut, ce serait pas mal. C'est intéressant parce que on l'a évoqué dans la liste, il y a la Suède. Alors la Suède, pareil, on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire au-delà de ABBA, Chris Prols et Greta Thunberg, la Suède a quand même été au centre de toutes les attentions au moment de la période Covid. Quel bilan vous en tirez, vous, sur le plan statistique? Il y a une mortalité légèrement supérieure, voilà, comme vous le dites, mais est-ce que aujourd'hui on peut dire que la Suède a eu raison? Est-ce que finalement on n'a pas regardé réellement ce que faisait la Suède? Pourquoi ont-ils réussi à faire cavalier seul? Quelle conclusion vous tirez sur ce cas assez particulier? Alors c'est un faux ami la Suède, c'est-à-dire qu'on a focalisé les projecteurs sur la Suède, je ne sais pas pourquoi, juste peut-être parce qu'ils n'ont pas annoncé de confinement strict et qu'ils se sont fait un peu taper sur les doigts, alors qu'ils ont mis en place ce qui est délétère. Donc la Suède, non, ça fait partie des pays d'Europe qui ont le plus de morts pendant la période dite première vague. Il y a très peu de pays qui ont des morts pendant cette période-là, mais la Suède en fait partie. Et donc, en revanche, ils ont fait un... Il y a une commission parlementaire suédoise, je le mets de Comintern Politikon, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le terme suédois, mais qui dresse le bilan de ce qui a été fait, et donc ils ont noté que dans leur maison de retraite en Suède, ils avaient abandonné les personnes âgées, ils ont laissé crever, c'est écrit noir sur blanc, et c'est ça qui explique la surmortalité suédoise. Et donc, il y a tout un tas de gens, je pense, qui ont trop regardé la Suède en se disant c'est l'exemple, ils n'ont pas beaucoup plus de morts que nous alors qu'ils ne confinent pas. Si, ils ont des morts, le confinement n'a rien à voir avec ça. C'est pas le confinement qui a tué spécialement, c'est de l'abandon. Il y a même des pays qui ont confiné relativement durement, mais qui n'ont pas spécialement de hausse de mortalité parce qu'ils ont conservé le soin. Quand les gens étaient malades, ils allaient voir leur médecin, ils allaient voir les personnes âgées dans les maisons de retraite de façon à les traiter comme d'habitude, etc. Donc les pays qui ont confiné mais qui ont fait ça, il n'y a rien de spécial. Donc la Suède, c'est vraiment un faux ami. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est juste à côté la Norvège, qui, elle, n'abandonne pas ses vieux, qui confine pas non plus d'ailleurs, et qui n'a pas la moindre trace de mortalité, de hausse de mortalité, alors que c'est les voisins. Donc voilà, on a focalisé le regard sur la Suède, ça n'a à mon sens aucun intérêt, alors que le vrai bon, enfin ceux qu'il fallait regarder, c'était la Norvège juste à côté. C'est vrai que oui, sur les cas d'abandon au moment du confinement, vous citez cet exemple en Espagne, l'exemple terrible de ces maisons de retraite qui ont été réellement abandonnées, c'est vraiment sidérant. Mais sur le confinement, est-ce que vous envisagez, alors est-ce que ce serait statistiquement possible, d'ailleurs je pose la question aux spécialistes, de mesurer les conséquences, notamment psychologiques, et peut-être même sur la santé, mais a posteriori? Parce qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul, mais on peut imaginer que notamment chez les jeunes générations, sur les jeunes générations, on ait des conséquences assez massives dans les années à venir, non? On en a déjà, moi j'ai des enfants qui sont à l'école, et on voit bien que ça a créé des écarts vraiment catastrophiques, énormes entre des enfants qui ont profité des confinements, voilà, mes enfants ont plutôt profité, hein, on était là avec eux, j'ai appris à lire à mon petit dernier qui était en petite section, c'était un super moment à ce moment-là.
Et puis j'avais le deuxième qui était en CP, on a fait ses devoirs, mais il y avait dans sa classe d'autres enfants de CP dont les parents parlaient pas français. Et ça a été une catastrophe monumentale en termes d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la lecture, etc. Enfin, vraiment des catastrophes complètes. Donc il y a des écarts de fou qui ont été faits. Ça, c'est juste sur l'aspect scolaire. Sur l'aspect psychologique, c'est vraiment, il y en a aussi énormément. La statistique, en revanche, je vais militer pour ça. Il ne faut pas l'utiliser sur les aspects psychologiques. Déjà en médecine, j'ai montré que c'est une partie du livre où je montre que la codification des maladies est quelque chose qui est piloté de façon à faire du fric. Donc voilà, c'est pas une bonne statistique, on ne peut pas en déduire grand-chose, mis à part que ça montre les maladies qui rapportent du pognon aux endroits où on décide que ça rapporte du pognon. Mais pour la psychologie, c'est encore pire, puisqu'on est vraiment sur la psychologie, c'est quand même quelque chose de très individuel, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ressentent des choses et qui voient notamment des psychologues ou des personnes comme ça, qui sont censés s'intéresser à leur cas particulier pour faire quelque chose. Rien que le fait de mettre des noms en disant, voilà, vous êtes dans telle case comme tous les autres, il y a une escroquerie intellectuelle qu'on voit moins pour la médecine générale, mais qui existe, mais pour la psychologie, c'est presque évident pour tout le monde. En effet, on va faire des statistiques de quoi? De schizophrénie, de paranoïa, même tout ça, c'est des champs de bipolarité. C'est tellement vaste, et ça dépend tellement de la personne qui compte et de ce qu'on va faire, que c'est très très dur d'avoir des statistiques qui soient pertinentes sur le plan du diagnostic. On a déjà des traces sur les médicaments, en revanche. On voit bien qu'il y a eu, notamment en France, des tonnes d'anxiolytiques qui ont été filées, des opiacés à des gamins après ces épisodes de confinement, même si c'est des jeunes gamins d'avant 12 ans, je crois. Enfin, les statistiques ont explosé. Ça, c'est une trace. Et c'est une trace qui est doublement délétère. À la fois, ça montre le malaise psychologique, et puis ça montre la mainmise de Big Pharma, qui réussit à écouler ses opiacés à prix d'or, et donc à droguer toute la population, enfin une grosse partie de la population des jeunes Français, ce qui est vraiment terrible. Donc ça, on a des traces statistiques indirectes, on va dire, c'est très dur de mesurer, et à mon sens, il ne faut pas utiliser les statistiques, il faut mieux discuter avec les psychologues, ceux qui voient des gens, et qui ont vu l'évolution des gens, et qui peuvent raconter des choses en direct de ce qu'ils ont pu voir de leurs patients. Et donc ça, c'est même plus précieux. Et malheureusement, le fait que tout passe par la statistique, c'est un des sujets de mon livre, est un vrai problème, sur tout ce qui est médical, puisque ça permet de dire n'importe quoi, alors qu'il faut mieux donner des moyens à des gens de travailler, et puis les écouter dans ce qu'ils ont à dire. Alors, sur ce point, vous m'offrez une transition parfaite avec un élément que je voulais aborder avec vous sur la notion même, effectivement, de statistique qui était au cœur du débat. Je vais me tenter de me faire l'avocat du diable, justement, sur ce point-là, parce que c'est vrai que ça me fait penser à la phrase de Churchill, hein, je ne crois qu'aux chiffres que j'ai moi-même manipulés, et d'une certaine manière, alors pas vous directement, bien évidemment, cher Pierre, mais les statistiques ont contribué à créer le flou. C'est-à-dire qu'on était submergé de chiffres dans tous les sens, des pourcentages qui se battaient sur des questions qui se voulaient proches mais qui ne l'étaient pas, et c'était très compliqué pour les spectateurs et citoyens que nous sommes de suivre ça. Enfin, d'une certaine manière, comment on aurait pu faire au moment du Covid, mais même si demain une autre épidémie se déclarait, comment réussir à voir clair dans cette statistique qui valide tout et son contraire d'une certaine manière? Oui, le mot-clé, c'est la peur. C'est-à-dire que tout le monde a eu peur, donc c'est-à-dire les gens se raccrochaient à une histoire, celle qui leur faisait peur, et même les personnes qui travaillaient les données ont travaillé sur cette peur, pas de manière machiavélique. J'ai beaucoup d'exemples de collègues, de gens qui ont travaillé de la donnée, qui ont utilisé les données Covid, tout ça, qu'ils ont mis en ligne, qui ont montré des données de mortalité en disant regardez c'est effroyable ce qui se passe, alors que si on creusait 5 minutes en fait il se passait rien du tout, et parce qu'elles sont rentrées dans un narratif où elles se sont dit voilà il y a forcément une pandémie mortelle, il faut forcément avoir peur. Notre travail d'ailleurs, ça va être de montrer aux gens tellement c'est grave de façon à ce qu'ils aient peur parce que ça va les protéger. Et donc on a une émulation générale du tas de gens qui n'avaient pas d'intérêt financier pour eux-mêmes ou même de carrière ou quoi que ce soit, qui ont participé à la plus grande fraude statistique qui m'ait été donnée de connaître, en rentrant dans le superlatif de la peur. Et si je vais jusqu'au bout du raisonnement, cette pandémie de Covid-19, c'est une pandémie statistique. C'est vraiment la statistique qui a été l'arme qui a permis de raconter tout ce qu'on voulait, de faire peur aux gens et de les faire adhérer à quelque chose. Et un exemple qui est extrêmement parlant à tout le monde, c'est qu'auparavant, pour définir ce que c'était qu'une pandémie ou une épidémie, on comptait des malades. Un malade, c'est quelqu'un qui a des symptômes. Voilà, on se sent malade, on sait qu'on est malade.
Si on compte le nombre de malades qu'il y a eu pendant toute cette période, il y a un réseau de médecins qui s'appelle le réseau Sentinelle, qui compte les malades chaque année de telle ou telle pathologie. Et les médecins ont remonté les dits Covid-19, dits des ITS, qu'ils voyaient au fur et à mesure du temps en tant que malades. Et ils sont remontés. Et ça permet de calculer des taux d'incidence dans la population, des nombres de malades pour 100 000 habitants. Et depuis le début de cette histoire, il n'y a aucune semaine en France où on a dépassé 150 malades pour 100 000 habitants. Pour les cas de grippe 2015, j'en parle, on est monté à 800 malades pour 100 000 habitants, beaucoup plus que 150. Ce qui fait amener la phrase, ce qui fait sursauter les gens, mais qui est vrai sémantiquement, qu'il n'y a jamais eu en France la moindre épidémie de Covid-19. Une épidémie, ça se mesure quand on dépasse un seuil épidémique, c'est-à-dire un nombre de malades qui soit suffisamment important dans la population pour que ça compte. Si on reste en dessous, on considère que c'est ce qu'on appelle du bruit statistique, c'est-à-dire les malades d'habitude avec des petites fluctuations où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, en France, on n'a jamais dépassé un seuil épidémique de 150, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'épidémie de Covid-19. Bon, pour pouvoir quand même parler d'épidémie, ce qui est incroyable, vu ce qu'on a vécu, mais pour pouvoir quand même parler d'épidémie, on a abandonné la notion de malade pour passer à la notion de cas. Et donc c'est ça qui s'est passé statistiquement. Un cas, c'était il fallait avoir un test positif. Donc on se faisait tester. Et c'était le test qui disait s'il était malade. Et dans une écrasante majorité des cas, on faisait un test et puis on allait parfaitement bien. Et on avait un test positif et donc du coup, on était considéré le fameux malade asymptomatique, ce qu'on a connu partout. Voilà. Tout bien portant est un malade qui s'ignore, je vous apprends rien, vous qui êtes fan de littérature. Et c'est vraiment donc cette transition, ce passage du malade au cas, c'est ce qui nous a fait rentrer dans la statistique en montrant des cas partout, des vagues de cas, etc. Et c'est ça qui a fait l'épidémie. On est passé une épidémie de cas et donc on a bien une pandémie statistique et plus de malades. Et ça aussi, alors je vais jouer aussi un petit peu au naïf parce que je ne dis pas que j'ai pas des pistes de réponse, mais c'est quand même, ça questionne d'observer cette épidémie statistique dans différents pays du monde, sur différents continents en même temps. Je veux bien effectivement ne pas céder aux sirènes comme ça du plan Covid-19 ou pourquoi pas aller aux extrêmes des réflexions. Mais même statistiquement, c'est du jamais vu. Non, mais on n'est pas obligé de rentrer même dans le complotisme puisque tout ça c'est écrit et c'est l'OMS qui pilote ça. Le changement de définition de la maladie, tout le monde l'a vu, d'ailleurs. Avant, vous alliez chez votre médecin, vous avez une consultation, il vous palpait un peu partout. Je ne sais plus combien il y a de zones de palpation habituelles pour savoir ce que vous avez. Maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Il y a de plus en plus de cas où on envoie faire une radio ou une prise de sang, un truc, et on mesure vos constantes. Voilà, il n'y a même plus question de savoir ce que vous avez, comment vous vous sentez mal. Voilà, on a des mesures. Bon. La généralisation de cette pratique et du test, c'est quelque chose qui est vraiment voulu, considéré comme de la science, ça n'en est pas, mais considéré comme de la science promue par des instances comme l'OMS, qui font passer du médecin qui est auparavant, qui pratiquait son art, c'est-à-dire qui vous recevait, qui vous étudiait en tant que personne, qui vous palpait de différentes manières pour voir ce que vous aviez, et qui rentre maintenant, qui va devenir un technicien, c'est-à-dire que vous allez venir, même je ne sais même pas si vous êtes obligé de le consulter, vous allez pisser dans un bocal, vous faire une prise de sang, on va mesurer vos constantes, et puis on vous fiera le produit qui est en face, etc. Il y a une protocolisation de la médecine qui est extrêmement forte, qui est voulue internationalement et qui est relayée en France par toutes les dites autorités de santé, l'ordre des médecins, etc. Ça, c'est une dérive scientiste assez grave et qui se prend pour de la science. Bon. Donc, ce Covid-19, c'est pas le seul pour lequel on a quand même des pseudo-tests là qui sont arrivés sur le marché pour dire ce que vous avez. Il y a d'autres maladies pour lesquelles c'est le cas, mais là, on a vraiment eu une utilisation à une échelle qui était nouvelle. Donc, c'est pas la pratique en elle-même, c'est pas le test, c'est l'échelle dans laquelle elle a été utilisée qu'on peut dire qu'elle a été nouvelle. Ce qui est un petit peu différent, quoi. Auparavant, ils faisaient des tests pour d'autres maladies, mais plus rares dans certains cas particuliers. Bref, là, on a vraiment vu une généralisation. J'aime bien prendre l'exemple du test de grossesse. Bon, test de grossesse, on fait pipi, une femme fait pipi dessus pour savoir si elle est enceinte. La vérité, c'est pas le test. La vérité, c'est savoir si on est enceinte ou pas.
Parce que le test de grossesse, il est presque parfait. On dit qu'il a une spécificité à 99,9%, une sensibilité tout pareil. Donc il est presque parfait, mais pas parfait quand même. Si on s'amusait à faire pipi à tous les petits garçons européens, et les millions qui sont sur un test de grossesse, il y aurait probablement quelques positifs à l'intérieur. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on fait démarrer un suivi de grossesse à un petit garçon de 5 ans sous prétexte qu'il a eu un test positif? Bon, c'est complètement con, tout le monde en convient. C'est pourtant ce qui a été fait avec ces histoires de tests Covid-19. Et puis inversement, vous avez une femme enceinte jusqu'aux yeux avec un gros bidon, ça bouge à l'intérieur, qui arrive à la maternité, vous faites faire pipi sur un test, le test dit non, vous la renvoyez chez elle en disant t'accouches pas, dégage. Voilà, non, ça se passe pas comme ça. Donc on a vraiment quelque chose qui a été de l'ordre du fantasme, qui est le test est devenu la réalité, l'espèce de référence pour devenir la maladie. Euh, Ça, c'est quelque chose, une pratique qui existait déjà, mais qui a juste changé d'échelle et qui a amené la bêtise et la. Ouais, c'est ça. Le passage à la statistique plutôt qu'au malade et donc au fantasme général qu'a été cette crise. Et tous ces éléments couplés avec deux autres volets hein, que je voulais aborder avec vous, bien sûr, on viendra sur l'aspect médiatique, mais d'abord, et c'est ce que vous dites aussi, je parlais tout à l'heure de ces complots qui est devenu réalité observable, devenu fait, c'est Pfizer. Le rôle de Pfizer, un complément d'enquête il y a quelques semaines sur France 2 faisait un reportage tout à fait bien senti, hein, de 30 minutes pour dire effectivement Pfizer, bon, c'est pas l'abbé Pierre. Hein. Il y a quand même à un moment donné, voilà, il y a eu des moments où ça a coincé. On peut pas dire que ce soit des philanthropes, mais dire cela, par exemple, à la mi-2020, c'était l'aberration suprême. C'était non, mais attendez, oui. Alors effectivement, Pfizer était condamné à 500 millions de dollars dans le scandale de l'oxycontin, enfin des antidouleurs aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais bon, là ça va. Là c'est bon, on leur a posé la question, ça va. Vous l'évoquez dans l'ouvrage on est dans l'aveuglement volontaire d'une certaine manière. Et aussi bien du côté des élites que même du peuple, parce que ça, ces éléments-là, on pouvait les trouver en tapant sur Google, quoi. Pfizer condamnation. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi cet élément-là pour tenter de ne pas taper tout le temps sur les autres, quoi? C'est-à-dire que dans le peuple aussi, il y a eu de l'aveuglement volontaire, non? Ah mais complètement, moi dans ma famille il y en a énormément, hein, des gens qui sont multi-vaccinés, qui sont malades d'ailleurs maintenant aujourd'hui, mais bref, mais qui en effet avaient, il était impossible d'aller les chercher en leur donnant ces éléments factuels en disant quand même, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tué des centaines de milliers de personnes, probablement plus, dans certaines affaires qui ont été révélées, et ces affaires sont probablement que des gouttes d'eau dans la totalité. Donc en effet, on n'est pas en face d'enfants de cœur qui travaillent au bonheur de l'humanité, pourvu d'ailleurs tout le bif qui se font au passage. Juste ça devrait nous dire, bon, ils ont visiblement d'autres intérêts. Mais en effet, la discussion était impossible sur tous les points de vue. Du point de vue de tous les corrompus qui passaient à la télé, qui reçoivent du bif de la part de l'industrie pharmaceutique, cela, de toute façon, c'est assez facile, c'est de la corruption. C'est juste écrit, hein, vous allez sur Transparence Santé, vous tapez les noms, vous voyez bien qu'ils tapent du bif. Donc c'est probablement des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent, mais ils sont sélectionnés pour ça. C'est-à-dire que les laboratoires les font monter, leur filent du pognon, les font monter sur des chaînes de télé, etc. Et les choisissent au passage. Ce sont des gens qui vont dire oui à tout. Il y a l'aspect politique, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient réussi à faire peur à tout le monde avec des données à la con, et à croire qu'il y avait une pandémie mondiale, le politique, lui, il avait qu'une seule envie, c'était de montrer qu'il gérait la crise. Bon, au passage, il était content, parce qu'un politique, c'est jamais plus content que quand il a une crise à gérer pour pouvoir se montrer dans les médias, et puis dire que vraiment on a besoin de lui, qu'est-ce qu'on ferait pas s'il était pas là. Donc tout le monde était content à ce niveau-là. Il n'y a même pas besoin de les corrompre spécifiquement. C'est-à-dire qu'ils étaient de toute façon contents de la situation, de servir à quelque chose, de se montrer, de faire de la vidéo, quoi. Donc voilà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Et puis, il y a en effet le citoyen, je connais, qui avait juste la trouille, qui avait la trouille de son Covid parce qu'il avait vu tout ça à la télé, qui avait peur d'être malade et qui avait besoin de son vaccin et qui voulait absolument y aller. Et donc, il y avait personne qu'on arrivait à raisonner là-dedans. Et comme je l'ai dit, c'est le mot-clé, c'est la peur, là. La peur qui a fait tout avancer tout le monde en même temps. Et en effet, de ceux qui ont résisté n'ont toujours été qu'une minorité. Et cette peur, forcément, hein, bien entretenue par certains médias et certains intervenants médiatiques. Et ce chiffre, alors pourtant, c'est pas faute d'avoir bossé. Hein, j'étais un petit peu déçu de moi-même, mais ce chiffre que je n'avais pas vu passer, incroyable. Hein, jusqu'à 80% du temps audiovisuel des médias d'information continue ou des dépêches de l'AFP était consacré au Covid. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage. Là encore, du jamais vu, on s'en doute, mais
question naïve, allez, jusqu'au bout. Sans cette peur médiatique artificielle, on n'aurait pas eu la crise. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient formel. Oui, non, il se serait rien passé. S'il n'y avait pas eu la télé, jamais personne ne serait rendu compte qu'il y a une pandémie mortelle qui a ravagé l'humanité. Quand, quand les gens ils me disent, oui, je suis bien content que cette crise Covid soit finie, je leur réponds, ah oui, bah, moi aussi, j'en avais quand même marre de balayer des cadavres tous les matins devant ma porte, c'était pénible. Enfin voilà, y a personne qui a rien remarqué qu'il s'est passé quelque chose, mis à part les mesures qui ont été hyper contraignantes et tout ce qu'on voyait à la télé. Ce sont les deux seuls révélateurs qu'il s'est passé un truc. Et donc en effet, les médias ont eu le prépondérant. Vous venez de citer la télé, les dépêches, mais en fait c'est l'AFP en France qui décide de toute l'information quasiment. La quasi-totalité de ce qui est visible dans tous les médias, c'est de l'AFP. C'est de l'AFP qui refile ses dépêches à tout le monde et tout le monde reprend et paraphrase dans tous les journaux de manière quasiment identique, il se passe quasiment rien d'autre. Donc c'est l'AFP qui a piloté c'est la totalité de l'information française sur cette crise, mais comme sur le reste. C'est un pouvoir, mais quasi hégémonique en France, et il y a des initiatives qui sont là pour essayer de lui faire concurrence, et il va falloir, parce que il y a qu'une seule voie. Il n'y a même pas besoin d'avoir racheté tous les médias par la même personne, vu que tout le monde suit l'AFP, bah c'est juste l'AFP qui décide. Et c'est vrai que ce qui est à la limite le positif dans ce qu'on a vécu, on a l'impression qu'au moins tout ça est devenu de plus en plus grossier, de plus en plus visible. Tant qu'on est dans la question des médias, l'exemple pour moi le plus parfait, c'était ce que révélait le Canard enchaîné. Je crois que c'était en mai 2020 ou 2021. Malheureusement, mon cerveau, je crois, commence à chasser tout ça de ma mémoire quand le Canard enchaîné révélait cette histoire des journalistes et notamment des experts santé de BFM TV qu'on avait retrouvés dans un restaurant clandestin. Et ils avaient publié d'abord cette information et la semaine d'après, le Canard enchaîné avait mené l'enquête jusqu'au bout en téléphonant à ce restaurant clandestin, en demandant Monsieur Fogiel, Marc-Olivier de son prénom, proche du couple Macron et qui était dans ce restaurant. Et la personne au bout du fil, gentiment, a demandé à Marc-Olivier Fogiel de venir répondre. Et il était là, il s'était fait avoir comme un bleu, comme on dit. Et alors que, dans le même temps ou presque, on avait ces fameux restaurateurs qui refusaient de fermer, qui étaient invités chez Hanouna et compagnie pour les présenter comme des affreux salauds qui mettaient en danger, en gros, l'Occident, hein, la moitié nord du globe quasiment. Et là, bien sûr, c'était un drame absolu, mais on n'a jamais su le nom de ce restaurateur clandestin ou de ces journalistes qui y étaient. Et au moins, je trouve que le Covid a eu ce mérite d'officialiser la mascarade. Et à l'inverse, de créer le doute chez des citoyens qui, au départ, ont peut-être fait simplement ce qu'on leur a dit et qui ont bien vu qu'il y a quelque chose qui clochait. Est-ce que, allez, là encore, pardon, monsieur Reichstadt, mais est-ce que tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes, finalement? Oui, oui, mais en effet, vous l'avez dit, avec la participation plus ou moins consciente de quasiment tout le monde. Mais vous savez, ce restaurateur qui invite Marc-Olivier Fogiel et les autres de manière clandestine, il y a tout un tas de restaurateurs qui ont aussi, de manière clandestine, invité des gens à venir, mais des gens de peu, on va dire. Ceux qui se sont fait taper sur les doigts, ce sont ceux qui ont ouvert leur gueule, mais quel que soit le niveau auquel ils étaient. Donc même Marc-Olivier Fogiel, etc., en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme les autres Français qui allaient au resto de manière clandestine. Il y a tout un tas de gens qui ont fait ça. C'est-à-dire se taire, participer au truc, n'en pensez pas moins. Et il y avait le droit en France de dire j'en pense pas moins, je me couche, je dis rien et je vis ma petite vie en sous-main. Dans tout système totalitaire, hein, c'était le cas aussi dans les heures les plus dures du stalinisme, hein, il y a toujours des portes de sortie du marché noir, des choses qu'on peut faire sous le manteau et le régime laisse faire. Ce qui est important pour le régime totalitaire, c'est qu'il n'y ait pas de voix qui s'élève pour dire qu'ils sont pas d'accord. Donc ceux qu'on a fait chier, c'est ceux qui élevaient leur voix. Je connais même des professionnels médicaux qui sont pas vaccinés du tout, qui l'ont jamais fait et qui n'ont jamais été emmerdés par des agences de santé parce qu'ils n'ont jamais ouvert leur gueule et qu'ils n'ont jamais rien dit, quoi. Ceux qu'on a été emmerdés, ce sont ceux qui ont dit mais non, je suis pas d'accord, et ceux-là on les a virés. Donc voilà, c'est un système totalitaire qui s'est mis en place, et encore une fois, je reviens toujours à la peur, c'est la peur qui a permis qu'elle soit mise en place et qu'une grosse majorité des gens l'ont réclamé. Ils ont réclamé d'avoir des passes, tout ça, ils se sont fait avoir. Donc moi je suis pas là pour d'ailleurs leur jeter la pierre, aux gens qui l'ont réclamé, je suis là pour qu'ils finissent par se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, qu'on s'est foutu de leur gueule, et donc il va falloir qu'ils se réveillent de façon à ce que ça ne recommence pas.
Il y en a qu'on arrive à attraper, mais encore pas tous. Ce sont ceux notamment qui ont subi des effets indésirables. Et là, voilà, on peut commencer à discuter pour qu'ils se rendent compte que voilà, l'escroquerie n'a pas été qu'au final leur faire qu'on les avait pas prévenus qu'ils allaient être malades, mais qu'ils remontent toute la chaîne en disant on s'est foutu de votre gueule du début à la fin. Et donc voilà, il y a tout à reconstruire, enfin tout à réexpliquer, à revenir dans l'ordre pour qu'ils comprennent où a commencé la mascarade. Et les effets secondaires, vous en parlez, c'est vrai que c'est le. Là, on arrive sur la question, c'est l'étape de montagne. Là, c'est la question qui fâche. On va l'aborder, ce qui nous offre, voilà, un fil rouge avec ce que disait François Braun. Il faut tourner la page, mais pour certaines personnes et pour beaucoup, non, parce qu'il y a ces effets secondaires. Aujourd'hui, alors je vous pose une grande question, mais c'est vrai que pour faire le point, parce que même complément d'enquête a reconnu qu'il y en avait, ils ont dit qu'il y en avait, donc on peut y aller. Voilà, on a le droit, hein, comme disait Julien Pain et la Tronchambier, si les grands médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas, c'est que c'est probablement faux. Donc voilà, c'est bon, on peut y aller. Et donc concrètement, où en est-on de cette situation-là, en France d'abord, et puis après un point à l'étranger, de voir aussi où sont ces évolutions, est-ce qu'il y a une corrélation dans le monde entier? Oui, il y en a partout. Alors, je n'ai pas regardé les derniers chiffres de la NSM, il faudrait aller voir. C'est publié, hein. Ce qui ne donne pas, c'est le nombre de morts. Mais la NSM, il diffuse le nombre de remontées de pharmacovigilance qu'ils ont par vaccin, hein, et puis les cas graves, remontées à la pharmacovigilance. Il ne donne pas le nombre de décès, mais on l'a par d'autres sources. Donc, il y en a, je ne sais plus, c'était des centaines de milliers, hein. C'est gigantesque ce qui est remonté. Je rappelle que la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'en fait, on a injecté, on a vacciné tout un tas de gens en France, des millions de personnes, 80% de la population, je crois, avec un produit qui était sous AMM conditionnel, hein, c'est-à-dire qu'il était diffusé en urgence, ou sur lequel il n'y avait pas de recul spécifique, avec très peu de personnes qui ont participé à l'essai, et un essai d'ailleurs qui est d'ailleurs plus que discutable. Christine Coton en parle mieux que moi, même si moi je l'ai vu direct à la lecture que ça n'allait pas, mais passons. Donc il y a des effets indésirables qui sont assez graves, qui sont dès l'essai, d'ailleurs, il y en a directement dans l'essai clinique. Certains ont été masqués, mais il y en a même qui sont documentés. Bref, et donc on a tout un tas de gens, en effet, je sais plus combien c'est, il y a presque, ouais, c'est pas 1% de gens qui sont malades déclarés, et puis pour 1000 les graves, c'est un quart, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Donc il y a tout un tas de gens qui sont malades, qui se déclarent et qui sont malades jusqu'à grave. Donc c'est de la pharmacovigilance passive, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin non, mais les gens ont bien vu, quand on les vaccine, il n'y a jamais personne qui les rappelle au bout d'une semaine pour dire allô, comment ça va, pouvez-vous me raconter, alors que normalement, on est en train de tester un médicament sur la population. En termes de protocole de suivi, vu ce que ça a coûté en termes de milliards, ça aurait pu être intéressant qu'il y ait au moins un questionnaire qui soit envoyé aux gens pour leur permettre de répondre de manière active, c'est-à-dire bonjour, vous avez été vacciné, que ressentez-vous une semaine après? Ça va pas? Est-ce que vous avez une infection? Non. Il ne s'est rien passé de tout ça. On est toujours en pharmacovigilance passive, c'est-à-dire que c'est aux gens qui ont été malades après de se dire tiens, et au fait, je me suis fait vacciner, je ressens des trucs bizarres, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose et que je me plaigne? Dans ces cas-là, il faut qu'ils aillent sur le site de la pharmacovigilance, qu'ils se connectent. Il y a plein de questionnaires extrêmement difficiles à répondre, avec beaucoup de questions. Ça arrête plus d'une heure à répondre, et puis s'il faut se faire aider au mieux par un médecin, tout ça, un médecin qui accepterait de reconnaître qu'il y a un lien avec la vaccination, c'est pas simple, pour nous aider à répondre. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a très 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 peu de personnes qui font des déclarations au bout du bout. Bon, en plus, il faut quand même être là, c'est-à-dire qu'il peut arriver, enfin, si on imagine qu'une personne décède suite à la vaccination, il est assez rare qu'elle prenne son ordinateur pour se faire une déclaration après son décès. Bon, voilà. Donc il faut qu'il y ait une tierce personne qui fasse l'effort pour elle. Bon, ce qui veut dire qu'on est presque aveugle sur la pharmacovigilance, qu'on ne sait pas combien il y a de personnes. Donc l'industrie pharmaceutique fait deux choses à ce sujet. La première chose, c'est qu'elle dit toute personne qui déclare un effet ne pourra jamais prouver que c'est à cause du vaccin. Ça c'est vrai. On ne peut pas prouver la causalité. On peut juste constater qu'il y a des effets. Pourquoi? Parce que tout simplement des péricardites, des myocardites ou même des décès, ça existe tous les jours, même sans vaccin. Donc c'est-à-dire que si vous faites vacciner, une semaine après vous avez une péricardite, puis vous décédez, même si vous déclarez, vous ne pouvez pas prouver que c'est le vaccin, puisqu'il y a d'autres gens qui ont eu des péricardites qui sont décédés en dehors du vaccin. Donc l'industrie dit, vous ne pouvez pas prouver que c'est moi.
Et ça, tous les médias mainstream, hein, les politiques, la NSM, répètent ce discours-là en boucle en disant il n'y a pas de preuve de causalité, on se tait. Donc ils révèlent, donc on voit des explosions de déclarations de péricardite, de myocardite, mais ils disent mais non, mais pour ces personnes-là, on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de causalité. Mais Et ils oublient la deuxième partie du discours, je finis là-dessus. La deuxième partie du discours, l'industrie pharmaceutique dit il y a tellement personnes qui déclarent qu'on sait que le vrai nombre d'effets indésirables, c'est ceux déclarés x 10 ou même x 20. Donc ça, et du coup, il n'y a pas un journal, pas un politique, pas une agence de santé qui répète ça alors que c'est écrit noir sur blanc de la part des industriels et qui ont plutôt tendance à minimiser. Hein. Les spécialistes disent plutôt x 100. Même si on fait ce x 10, je crois qu'en Europe, aujourd'hui, on est à 36 000 décès déclarés à la suite de la vaccination. 36 000 en Europe. Selon l'industrie du médicament, vous faites x 10, ça veut dire que l'industrie du médicament estime probablement 350-60 000 personnes qui sont décédées à la suite de la vaccination anti-Covid-19. C'est pas de le complotisme, c'est pas extrapolé. C'est selon l'analyse que fait l'industrie du médicament habituellement sur ces résultats, on en est là. Et on en est à un point où on continue de promouvoir cette vaccination alors qu'il y en a des tas d'autres qui ont été arrêtés par le passé. Et donc la nouveauté, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout qui sort. Tout est public, les analyses sont les mêmes que d'habitude, mais on a une chape de plomb qui s'est mise en place où il faut taire, il faut absolument fermer tout discours pour pousser les gens à continuer à le faire. C'est ça qui est nouveau, qui est vraiment... C'est vrai que oui, effectivement, cette multiplication est terrible à faire. Je rebondis sur un point de ce que vous évoquiez. C'est une question extrêmement bête, mais c'est pour ça que je reçois des gens qui savent sur juste milieu, parce que moi, le problème, c'est que je me débrouille pas. Enfin, sur le plan du discours, sur le plan purement rhétorique, comment des experts de plateau, des spécialistes ou autres peuvent défendre l'idée que on ne peut pas prouver la causalité entre le vaccin et les décès ou les effets secondaires, mais comment dans le même temps peuvent-ils justifier, alors qu'on a vu dégringoler la promesse. Au départ, c'était Pfizer, je dis des bêtises, hein, grosso merdo, mais c'était 160% d'efficacité, quelque chose comme ça, puis la transmission, puis en fait non, c'était la contamination, puis en fait aujourd'hui ce sont les formes graves avec quelque chose d'assez nébuleux. Comment justifier à la fois qu'il n'y a pas de lien d'un côté, mais par contre on sait qu'il y a un lien positif du vaccin vis-à-vis de la personne injectée. J'ai du mal à comprendre en fait comment c'est possible. Ben, il n'y en a pas, mais on peut aller encore plus loin. Comment on fait pour donner un lien de causalité entre dire j'ai un test positif Covid et la personne est morte, c'est donc le Covid qui l'a tué. Mais où est le lien de causalité? Qui a prouvé? Quelle étude scientifique peut-on me sortir qui prouverait que voilà un test positif Covid ou même culture peu importe positif Covid et ensuite même un malade? Où est la preuve de la causalité exacte entre voilà j'ai une culture virale ou un test positif Covid sur quelqu'un et j'ai prouvé la causalité que c'est bien ça qui l'a rendu malade? À partir du moment où on a constaté qu'une écrasante majorité des personnes qui avaient un test positif étaient en fait en parfaite santé, bah, du coup, si j'ai un malade qui a un test positif, si ça se trouve, son virus lui fait absolument rien, il est malade d'autre chose. Enfin, puisqu'on a vu que ça faisait pas d'effet sur une majorité de gens. Donc même là, la causalité qui est faite de manière automatique, hein, voilà, bah tiens, tu coules du nez, t'as mal au bide, machin, t'as un test positif, c'est Covid. Mais même là, on fait un raccourci scientifique. Même statistiquement, j'ai pas vu, même s'il y avait un lien statistique, ça voudrait pas dire qu'individuellement c'est ça qui se passe. Enfin, on voit bien la différence entre une statistique générale et le cas individuel. Bon, bah, du coup, en effet, il y a aucune certitude sur rien. Et sur le vaccin, c'est très drôle. C'est que je le mets un moment dans le livre, j'en parle beaucoup en conférence. Ni Pfizer ni Moderna, parce que moi j'ai étudié les deux, n'ont jamais promis à personne que leur vaccin permettait de ne pas être malade. C'est pas écrit dedans. Ils ont promis, notre vaccin vous permettra de ne pas avoir de test positif. Donc les gens ne sont pas vaccinés pour ne pas être malades, ils sont vaccinés pour ne pas avoir de test positif. Ce qui est hyper utile dans la vie. Enfin voilà, tu te sens beaucoup mieux tout d'un coup. Donc, et évidemment, je montre d'ailleurs dans leur étude que si on voulait prouver de manière honnête que le vaccin protège du fait d'avoir un test positif, on devrait prendre, ce qu'ils ont fait, ils avaient 40 000 personnes, 20 000 qu'on vaccine, 20 000 à qui on donne le placebo, et on teste tout le monde exactement le même nombre de fois. Et là, on est honnête. Là, non.
Ah, ils ont jamais promis qu'ils allaient tester tout le monde le nombre de fois. Donc comment on fait pour avoir un vaccin qui marche? Bah les vaccinés, bah ils sont vaccinés, on les teste pas. Et puis bah les non vaccinés, ceux-là on les teste. Ah bah on trouve des tests positifs chez eux. C'est exactement ce qui a été fait sous le pass sanitaire. Qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est que parmi les médecins de plateau, ou même un peu presque quel que soit leur bord, il n'y a jamais personne qui a dit la réalité de ce qu'étaient les tests. C'est-à-dire que Pfizer et Moderna, ils ont juste dit, nous on protège contre les tests positifs, pas du tout contre le fait d'être malade, hein, ça ne nous regarde pas. Et soi-disant forme grave, c'est même pas dans l'étude. Je crois que dans Pfizer, c'est très intéressant parce qu'ils ont trouvé 170 tests positifs au bout de 6 mois d'études de leurs patients sur 40 000. Ça veut dire que selon Pfizer, il n'y a pas de pandémie. Hein. Quand on a trouvé que 170 tests positifs, bah oui, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. Donc c'est vraiment la preuve apportée par Pfizer. Et les fameuses formes graves qui sont des malades à l'hôpital avec un test positif, je crois qu'il y en a un chez les vaccinés et 3 chez les non-vaccinés, ce qui fait une efficacité de l'ordre entre moins 100% et 200%, ce qui veut dire qu'en fait, jamais Pfizer n'a pu affirmer nulle part que ça protégerait contre une forme grave. C'est pas vrai du tout non plus. Donc on est dans un fantasme complet où sur les plateaux de télé, on a des gens qui ont raconté ce à quoi servait la vaccination, mais selon leur fantasme, et même pas selon ce qu'ont promis les labos. Donc tout ce qui a été raconté est entièrement faux du début à la fin. C'est juste une histoire, c'est pas du tout ce qu'il y avait décrit dans les protocoles. C'est fou. C'est hallucinant. Franchement, ça, c'est vrai que c'est complètement fou de regarder tout ça aujourd'hui avec le recul que le temps nous a offert. Cher Pierre, on est ensemble depuis un peu plus près d'une heure, pardon, maintenant. C'est complètement bon. On pourrait parler encore d'énormément de points. Je le redis, voilà, c'est le livre. Ça, sur la plage, c'est sympa. Vous allez faire la diff. Tous les trucs à la con, développement personnel, je sais pas quoi. Là, vous passez pour du sérieux. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est Covid-19 ce que révèlent les chiffres officiels. Une dernière grande question, alors, pour tenter de se projeter dans les mois et les années qui arrivent. Question en 2 volets. Est-ce que, voilà, d'après vous, on va quand même assister, vous l'évoquiez en début d'échange, à des procès qui vont avoir lieu? Alors, qui contre des intervenants, contre les experts, contre qui peuvent avoir lieu ces procès? Vont-ils avoir une finalité? Et deuxième volet, est-ce que ce qu'on a vécu pourrait se reproduire, d'après vous, sous une autre forme et avec un autre virus ou autre? Mais est-ce que, malheureusement, on n'a pas ouvert la fenêtre à cette menace-là? Le premier point, il y a déjà des procès. Hein. Il y en a en France. Mon livre sert d'appui à certains de ces procès, hein, notamment contre l'État, hein, contre l'État français, ce qu'il a fait aux gens, les mesures qui ont été prises, les gens qui en ont souffert. Contre l'État belge aussi. Il y a un groupe d'avocats qui attaque l'État belge. Voilà, il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours, qui utilisent ça de mon livre. Je les signe pas parce que moi, j'ai pas envie de passer ma vie dans les tribunaux. Je considère que mon travail, c'était de mettre tout ça de manière publique, de façon à ce que chacun puisse s'en saisir. Ensuite, je laisse chacun aller faire en son âme et conscience son travail de son côté. Ça peut être d'attaquer évidemment l'État sur la base d'exemples chiffrés, tout ça. Donc ça, c'est en cours. On verra ce que ça donne. Je suis pas très optimiste pour tout ce qui a lieu en France. Je constate qu'il y a une séparation j'allais dire de l'Église et de l'État, qui est un peu la même chose. En tout cas, de la justice et de l'État qui laisse à désirer, et c'est de pire en pire. Donc déjà, à l'élection de Macron, il a direct dit que de toute façon, il voulait pas de Parlement, donc que le Parlement était là pour faire ce que disait l'exécutif. Donc normalement, il y a 3 pouvoirs. Hein. Le législatif, c'est le Parlement, l'exécutif, le gouvernement et le judiciaire. Et dès l'élection de Macron, il a dit de toute façon, exécutif, législatif, on fusionne, c'est l'exécutif qui décide. Donc on a eu une armée de Playmobil là, pendant tout le premier mandat. Donc c'est-à-dire qu'on était déjà sous régime totalitaire. Hein. C'était écrit, c'était un fonctionnement voulu de la part de l'exécutif. Mais voilà, le judiciaire est aussi rentré au diapason avec tout un tas d'instances qui auraient pu être là pour contrôler ce que faisait l'exécutif et le législatif qui sont les mêmes. Mais sous cette crise, les 3 ont fusionné, sous l'état d'urgence. Tout ce qu'a fait l'exécutif, c'est devenu parole d'évangile. Même tout ce qui était inconstitutionnel, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Tous les recours au Conseil d'État sont fait débouter. J'en ai vu un certain nombre. Quand Vincent Pavant a attaqué pour dire non mais l'étude scientifique prétendue, c'est du scientifique qui justifie le fonctionnement. Même comment dirais-je, les formules mathématiques sont fausses.
Et les courbes sont maquillées à l'intérieur. C'est vêtu de cauchemar spontané, donc Pavan il dépose plainte contre ça. Il envoie ça au Conseil d'État avec tout un argumentaire. Le Conseil d'État dit ah oui, bah on a demandé son avis au Conseil scientifique. Ils nous ont dit que non, ils avaient répondu bon. Enfin, donc bon, Conseil d'État, il suffit de voir qui est composé. Bref, donc l'exécutif, le législatif, et le judiciaire en France ont fusionné depuis cette crise. Ce qui est le principe d'une crise, on fusionne tout parce qu'on est en état de guerre. Donc j'ai assez peu d'espoir que le judiciaire réussisse à s'élever un peu. C'est possible d'un point de vue pénal et avec des juges d'instruction, parce que comme c'est lent, cette justice-là est lente, c'est l'espoir qu'on a, c'est que ce soit suffisamment lent pour que la pression soit retombée et qu'ils reviennent sur des anciennes affaires dans le calme, qu'ils puissent s'élever un peu. Donc peut-être. Aux États-Unis, vu qu'il y a un aspect politique au sein du pouvoir judiciaire, et que ce sont des gens qui sont élus, il y a peut-être moyen que ça bouge un petit peu plus. Voilà, il faut voir comment ça évolue. Moi, je suis pas sûr que ça donnera quelque chose, mais au moins on l'a fait. On a été jusqu'au bout, et si jamais on prouve que le judiciaire finalement suit l'exécutif, tant pis, au moins tout le monde saura qu'on est sous régime totalitaire. Peut-être qu'ils s'en rendront compte au bout d'un moment. Mais voilà. Sur le fait qu'on nous refasse le coup, je pense pas tout de suite, parce qu'on a bien vu qu'à China, je l'explique, c'était vraiment le coup d'essai qui a foiré. Et ils ont quand même mis un certain nombre d'années avant de nous faire le coup du Covid-19 après H1N1. Ils ont mis 10 ans avant de se relancer. Là, je pense que Covid-19, ils pensaient qu'ils étaient bons, qu'ils allaient jusqu'au bout de l'idée. Ça a capoté au milieu parce que l'histoire du pass, quand les gens se sont rendus compte qu'ils étaient quand même vachement malades et qu'ils en avaient ras le cul et qu'ils en avaient marre de cette histoire, on a bien vu que les politiques ont lâché quand ils ont vu que le peuple les suivait plus. Donc ça s'est essoufflé. Ils ont pas transformé entièrement le monde comme ils voulaient initialement, comme ils avaient annoncé. En revanche, ils ont bien vu que oui, quand on faisait peur aux gens, ils avaient tendance à foncer dans le tas. Donc peut-être qu'ils vont pas recommencer tout de suite avec la grippe du chimpanzé, la varicelle de la coccinelle ou je sais pas trop quoi. Mais ça nous pend au nez et c'est notamment pour ça que j'ai écrit ce bouquin, qui sort un peu après la bataille, aussi de façon à ce que les gens puissent le lire et qu'on puisse en discuter un peu sereinement et éviter de se reprendre une escroquerie pareille dans les années qui viennent. Ouais. Croisons les doigts, mais en attendant, pour se préparer, se blinder les neurones, pour se blinder les neurones, rendez-vous en librairie, chers amis, voilà, c'est le rendez-vous, le livre à parcourir. Cher Pierre, un immense merci pour toutes vos réponses, c'était, voilà, un plaisir de vous avoir sur Juste Milieu. Merci beaucoup Rémi, comme d'habitude, et puis à très bientôt j'espère. Oh, avec grand plaisir, on se retrouvera, c'est certain. Rendez-vous, chers spectateurs, aussi sur Décoder l'écho, bien sûr, on est tous ensemble, notre chaîne YouTube, nous sommes des confrères youtubesques, donc ça fait plaisir. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous le savez, à la partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, à bientôt. Et voilà, c'est dans la boîte, magnifique.